Nous allons évoquer le syndrome confusionnel en gériatrie. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux internes de médecine générale, aux internes du DES de gériatrie, ainsi qu'aux jeunes médecins gériatres ou urgentistes, ou tout soignant qui souhaite s'informer sur le syndrome confusionnel. Je suis le docteur Eric Macaire, gériatre et psychogériatre. Vous pouvez trouver des informations concernant mon profil sur le site internet https://macaire.fr, maeker.fr. Et je vais maintenant vous évoquer le syndrome confusionnel en gériatrie. Alors tout d'abord quelques généralités. Le syndrome confusionnel est une décompensation cérébrale, à la fois aiguë et globale, qui fluctue dans le temps et qui est réversible. Il est annonciatrice d'une urgence médicale et est encore fréquemment sous-diagnostiqué pour plus de la moitié des cas dans les secteurs d'hospitalisation. Sa morbimortalité reste très élevée et des preuves scientifiques existent pour étayer une prévention efficace de ce syndrome. Sa présentation diffère des tableaux de démence. Il est nécessaire que les soignants soient sensibilisés à ce syndrome qui peut être prévenu durant toute l'hospitalisation. Alors le DSM-5 définit le syndrome confusionnel comme un tableau clinique de début brutal, débutant dans les heures ou les jours précédents, et d'évolution fluctuante durant la journée. Il se présente essentiellement par des troubles de l'attention, une désorganisation de la pensée, et au moins 2 des signes parmi les suivants: obnubilation de la conscience, anomalie de la perception, avec des erreurs d'interprétation, des illusions ou des hallucinations, la perturbation du rythme veille-sommeil qui est très fréquente et presque prodromique du syndrome confusionnel, une augmentation ou une diminution de la psychomotricité qui vont définir les formes hyperactives, hypoactives ou même les formes mixtes lorsque les deux cohabitent, une désorientation temporo-spatiale avec une perte de reconnaissance des personnes de l'entourage, ainsi que des troubles mnésiques, et l'ensemble de ces signes ne sont pas imputables à un tableau de démence préalable. Alors il est nécessaire d'avoir aussi l'un ou l'autre de ces 2 signes, la mise en évidence d'un ou plusieurs facteurs organiques spécifiques de l'étiologie de la confusion aiguë, et si ce n'est pas le cas, on peut présumer de l'existence d'un facteur organique si les symptômes ne sont pas expliqués par un trouble psychiatrique, par exemple un épisode maniaque. Le syndrome confusionnel est la conséquence physiologique directe d'une affection médicale générale. On peut en définir plusieurs formes, comme je le disais tout à l'heure, les formes hypoactives, hyperactives ou mixtes lorsque les 2 présentations cohabitent. La prévalence à l'admission hospitalière varie entre 11 et 33%, et la prévalence durant l'hospitalisation est très variable selon les études, variant de 7 à 50%. L'incidence durant l'hospitalisation est elle aussi très variable selon les études, variant de 3 à 80%. Je rappelle que la prévalence mesure le nombre de cas d'une maladie dans la population à un instant donné, alors que l'incidence dénombre les nouveaux patients pour une période donnée. Le syndrome confusionnel est accessible à la prévention. Il s'agit d'un enjeu très important. La confusion elle-même peut être prévenue, ainsi que ses complications, et ce dans de nombreux contextes cliniques, en particulier lors de la prise en charge de fractures de l'extrémité supérieure du fémur, lors de prise en charge chirurgicale, qu'elle soit thoracique, vasculaire ou autre, durant les hospitalisations en phase aiguë ou un recours urgent à l'hospitalisation. Et tout à l'heure, je développerai un peu plus le lien qui existe entre le syndrome confusionnel et le Covid-19. La présentation clinique est particulièrement typique dans le syndrome confusionnel et fait appel à une démarche typiquement gériatrique. La première étape pour établir le diagnostic de confusion consiste à bien préciser l'histoire de la maladie, ensuite d'en détailler les signes cardinaux ainsi que les signes associés. L'examen clinique sera
la troisième étape du diagnostic. Il existe des outils de détection qui sont faciles à utiliser, quel que soit le contexte d'hospitalisation. Et enfin, je présenterai les diagnostics différentiels du syndrome confusionnel. Faire préciser l'histoire de la maladie est vraiment quelque chose de fondamental à reprendre avec grande précision. L'objectif étant d'établir en détail l'état cognitif et mental de base de la personne atteinte du syndrome confusionnel et l'acuité, le caractère aigu des troubles présentés. Il sera nécessaire de bien s'attarder sur les notions de consommation de toxiques. Et pour ce faire, l'interrogatoire de l'entourage est indispensable, ainsi que des soignants de proximité, en s'attachant au minimum sur les 15 derniers jours précédant le syndrome confusionnel. Alors plus précisément, il sera nécessaire de redétailler les antécédents avec la plus grande précision, en particulier de l'état cognitif, avec l'analyse de l'état mental de base, les diagnostics antérieurs qui auraient pu être posés de troubles neurocognitifs, l'évolution dans le temps des changements cognitifs et généralement sur plusieurs mois. Enfin, on peut s'aider pour établir ce profil cognitif d'outils d'évaluation à la fois l'IADL, l'ADL, le codex ou le mini-cog ou le MMS s'il est déjà disponible. Il sera aussi nécessaire de s'attarder à la recherche d'un syndrome dépressif antérieur en interrogeant la famille et le patient, en s'appuyant sur l'utilisation d'outils de dépistage comme le Geriatric Depression Scale ou sa version simplifiée en 4 questions. Tout antécédent psychiatrique devra être recherché et détaillé. Comme je le disais tout à l'heure, la recherche d'une consommation d'alcool ou de sédatifs doit être notée. Il sera aussi important d'analyser et de récupérer l'ensemble des diagnostics récemment posés ou de retracer le parcours d'hospitalisation de la personne. Une fois que ces antécédents sont retracés avec précision, il sera nécessaire de rechercher un changement soudain et rapide, à la fois dans le comportement ou dans l'état mental et cognitif de la personne. Très souvent, les familles, lorsque nous les interrogeons, sont en capacité de donner le jour précis et quasiment l'heure à laquelle sont survenus les changements de comportement chez la personne, ce qui signe très souvent l'apparition du syndrome confusionnel. Une fois que les antécédents sont bien reprécisés, ainsi que le changement soudain et rapide du comportement ou de l'état cognitif, nous allons procéder à une revue des thérapeutiques actuelles, à la fois avec les proches, le médecin traitant, la pharmacie habituelle. Il sera nécessaire de s'attarder sur les dernières prescriptions réalisées, à la fois rechercher aussi les traitements en automédication ou les changements de posologie non prescrites par le médecin traitant. Chacune des modifications de posologie devra être rapportée et analysée. Le syndrome confusionnel est souvent lié à un arrêt parfois brutal, parfois rapidement progressif d'une thérapeutique, voire à un ajout de thérapeutique. Il sera nécessaire, une fois que l'ensemble de la prescription reconstituée, de chercher des interactions médicamenteuses au sein de celle-ci et de vérifier s'il existe des dosages thérapeutiques de certains traitements, comme par exemple le lithium, la digoxine, etc. Toute cette recherche, bien évidemment, inclut, comme je le disais préalablement, les traitements non conventionnels qu'on peut avoir par exemple sans ordonnance. Une fois que cette revue de thérapeutique est réalisée de façon très approfondie, nous pourrons commencer la recherche par l'interrogatoire de la famille et de l'entourage de signes de douleur ou d'inconfort récents qui pourront nous orienter par exemple vers une rétention aiguë d'urine, une constipation franche, une déshydratation si par exemple il existait une sensation de soif assez importante, ou l'apparition d'une anorexie soudaine qui pourront être à la fois des signes du syndrome confusionnel ou
un point d'appel à ces complications. Voilà qui détaille les modalités de recherche, d'approfondissement de l'histoire de la maladie, ce à quoi nous ajoutons la recherche évidemment des signes cardinaux du syndrome confusionnel. Ils sont au nombre de 3. Une altération récente et fluctuante des fonctions supérieures, les troubles de la mémoire et de l'attention, ainsi qu'une pensée désorganisée. Alors, l'altération récente et fluctuante des fonctions supérieures peut être difficile à analyser étant donné qu'il existe des moments de lucidité particulièrement diurnes, avec une aggravation de la symptomatologie qui peut survenir de jour comme de nuit, et même parfois plus souvent la nuit. Pour pouvoir bien analyser cette altération des fonctions cognitives, il est nécessaire de connaître l'état cognitif préalable des personnes soignées pour à la fois apprécier la brutalité de l'instauration du syndrome et aussi savoir apprécier la fluctuation des symptômes. Après avoir cherché l'altération brutale des fonctions cognitives et leur fluctuation, nous allons nous attacher à la recherche de troubles de la mémoire et de l'attention, et plus particulièrement de l'attention, puisque les troubles de l'attention sont vraiment très très marqués dans le syndrome confusionnel. Il peut s'agir d'obnubilation ou au pire de stupeur, le patient ne réussissant plus à fixer la conversation, avec une très forte distractibilité lors de l'entretien. Parfois les réponses sont très limitées par des oui ou des non, de façon plus ou moins orientée par les questions. L'attention se détourne très rapidement au moindre stimuli, que ce soit de la lumière, du bruit, un passage, un téléphone qui sonne, peu importe. Et enfin, on retrouve très fréquemment des troubles de la mémoire d'allure antérograde, c'est-à-dire que le patient n'arrive plus à fixer les souvenirs récents, les plus récents d'ailleurs, et ces troubles de la mémoire peuvent être rattachés aux troubles attentionnels. Donc une fois que l'altération récente et brutale des fonctions supérieures et les troubles de l'attention et de la mémoire sont établis, nous allons rechercher dans le dernier signe cardinal qui est la pensée désorganisée, avec une désorganisation qui peut être variable, le patient présentant parfois des incohérences lors de l'entretien, ou alors une conversation complètement décousue ou non pertinente avec un aspect vague ou illogique des idées. Dans l'extrême présentation de la pensée désorganisée, les personnes ont tendance à passer facilement du coq à l'âne lors de l'entretien. Donc les signes cardinaux sont l'altération récente et fluctuante des fonctions supérieures, les troubles de la mémoire et de l'attention, et la pensée désorganisée. Une fois l'histoire de la maladie, les signes cardinaux établis, nous allons rechercher les signes associés, les plus fréquemment associés, l'inversion du cycle nictéméral, la présence d'hallucinations ou des anomalies de la perception, une activité onirique. Nous rechercherons aussi les troubles psychomoteurs, des comportements inappropriés et une labilité émotionnelle ou des perturbations affectives relativement intenses. Alors, dans les signes associés, l'inversion du cycle nictéméral est un signe précoce et quasi constant du syndrome confusionnel. Il est important de le rechercher lors de la reconstitution de l'histoire de la maladie avec les proches et les soignants. Il s'agit d'un sommeil parfois fractionné, non réparateur, réduit dans son temps, avec des hypersomnies diurnes accompagnatrices. Au paroxysme de cette inversion du cycle nictéméral peut survenir des agitations nocturnes parfois très très importantes, pouvant gêner d'ailleurs la vie en communauté. Cette inversion du cycle nictéméral ou des troubles du sommeil sont facilement repérables à l'aide d'un tableau de surveillance du sommeil que les soignants peuvent remplir au jour le jour dans les établissements médico-sociaux par exemple ou même en hospitalisation. Les signes associés, donc l'inversion du cycle nictéméral, puis la recherche d'hallucinations, d'activités oniriques, des anomalies de perception, on appelle ça des illusions
lorsque par exemple la personne identifie un être humain à la place du nombre. Donc dans les signes associés, l'inversion du cycle nictéméral, les troubles de perception, nous rechercherons ensuite les troubles psychomoteurs qui permettront de définir 3 formes de syndrome confusionnel. 3 formes vraiment très particulières. La première étant une forme hyperactive où l'activité psychomotrice est exacerbée. Une forme hypoactive où au contraire les personnes sont plutôt apathiques. Et des formes mixtes associant à la fois des périodes d'hyperactivité et des périodes d'hypoactivité. L'hyperactivité se présente en phase d'agitation psychomotrice, par exemple de déambulations intempestives ou d'agressivité excessive à des stimuli minimes. Les formes hypoactives sont souvent plus complexes de diagnostic, sont souvent aussi plus graves que les formes hyperactives, puisque souvent le diagnostic n'est porté que plus tardivement, et cette présentation est plus fréquente chez la personne âgée. Les formes mixtes sont des pièges diagnostiques fréquents, avec une alternance cyclique d'hyper et d'hypoactivité. On parle parfois de syndrome confusionnel subsyndromal ou de formes incomplètes. Parmi les signes associés, donc après l'inversion du cycle nictéméral, les troubles de la perception, les troubles psychomoteurs, nous rechercherons des comportements inappropriés et une labilité émotionnelle, c'est-à-dire une forte fluctuation au niveau des émotions, voire une impossibilité de maintien d'une émotion particulière, et des perturbations affectives, avec de l'anxiété, de l'irritabilité, une tendance dépressive, une tendance apathique, une forte perplexité souvent retrouvée dans les syndromes confusionnels. Voilà qui établit l'histoire de la maladie, l'analyse des signes cardinaux et des signes associés. L'étape suivante est de réaliser un examen clinique dont les modalités sont relativement habituelles puisqu'il devra être complet, même si une cause apparaît de façon évidente et assez rapidement lors de l'examen. Il sera donc mené de façon précautionneuse, en étant systématique, organe par organe. Une attention particulière sera portée à l'examen neurologique, avec la recherche en particulier d'un déficit focalisé, de signes méningés, de signes d'encéphalopathie hépatique ou urémique, d'un syndrome pouvant être compatible avec un Korsakoff ou un Gaillet-Wernicke, voire d'un délirium très mince, etc. Une autre attention particulière sera portée à l'examen cardiovasculaire, à la recherche d'une décompensation cardiaque, d'un syndrome coronarien aigu, ou des signes en faveur d'une embolie pulmonaire, d'une phlébite, car ce sont des diagnostics extrêmement sévères pouvant conduire à un syndrome confusionnel, facile d'accès à un diagnostic et pouvant être traité de façon relativement protocolisée. La dernière étape de l'exploit de l'examen clinique consiste à rechercher à titre systématique des épines irritatives, comme par exemple une rétention aiguë d'urine, un fécalome, des escarres ou un syndrome douloureux aigu, voire chronique avec des phases d'acutisation. Ces épines irritatives sont vraiment à rechercher avec une grande attention et de façon régulière lorsque l'on réévalue la prise en charge d'une personne atteinte de syndrome confusionnel. À ce stade, la présentation clinique, l'histoire de la maladie est d'une importance capitale pour établir le diagnostic. La recherche des signes cardinaux doit être systématique et aide à porter et porte le diagnostic de syndrome confusionnel. La recherche de signes associés permet de mieux apprécier à la fois l'évolution et la gravité d'emblée du syndrome confusionnel. L'examen clinique systématique, organe par organe, s'attarde aussi à rechercher des diagnostics particulièrement graves dans la présentation du syndrome confusionnel. Il est possible de s'aider d'outils cliniques de détection du syndrome confusionnel, à la fois dans les services d'urgence, en médecine libérale, en maison de retraite ou dans les services d'hospitalisation. De ce point de vue, il existe de grandes avancées
D'ailleurs, de nouveaux tests sont en train d'apparaître. Le gold standard en matière d'outils de détection du syndrome confusionnel est le Confusion Assess Management. Il présente une sensibilité de 94%, une spécificité de 89%. Il bénéficie d'une excellente fiabilité interopérateur. Son temps de passation est inférieur à 5 minutes. Il est possible d'ailleurs de répéter ce test durant l'hospitalisation ou à n'importe quel moment de la prise en charge. Peut être utilisé à la fois dans les services d'urgence, les maisons de retraite, en hospitalisation, en médecine libérale, et peut être réalisé à la fois par les médecins, les infirmières, voire même des aides-soignantes qui ont été préalablement formées à ce test. La version à 4 items est optimale. Les 2 premiers critères sont indispensables pour porter le diagnostic de confusion, auquel il est nécessaire d'ajouter soit le 3e, soit le 4e item. Le premier item de la CAM est un début soudain et fluctuant des symptômes. Nous reprenons là les signes cardinaux habituels. Ce critère est habituellement obtenu auprès plutôt d'un membre de la famille ou d'une infirmière et est illustré par une réponse positive aux questions suivantes. Y a-t-il évidence d'un changement soudain de l'état mental du patient ou de son état habituel? Est-ce que ce comportement anormal a fluctué durant la journée, c'est-à-dire qu'il aurait eu tendance à être présent ou absent ou à augmenter et à diminuer en intensité dans la journée? Le second, l'inattention ou les troubles attentionnels. Ces 2 premiers items sont nécessaires pour porter le diagnostic de syndrome confusionnel. Les troubles attentionnels, critère qui est illustré par une réponse positive à la question suivante. Est-ce que le patient avait de la difficulté à focaliser son attention? Par exemple, être facilement distrait ou avoir de la difficulté à retenir ce qui a été dit. Voilà donc les 2 premiers items de la CAM, le début soudain des troubles cognitifs avec la fluctuation des symptômes, les troubles attentionnels. Ensuite, les 2 signes associés, soit la désorganisation de la pensée, qui est le 3e item, soit une altération de la conscience. La désorganisation de la pensée est illustrée par une réponse positive à la question suivante. Est-ce que la pensée du patient est désorganisée ou incohérente, telle qu'une conversation décousue ou non pertinente, ou une suite logique ou illogique des idées, ou passer d'un sujet à l'autre de façon imprévisible? Voilà la désorganisation de la pensée. Le 4e item de la CAM est l'altération de l'état de conscience, qui est illustré par n'importe quelle réponse autre que alerte à la question suivante. En général, comment évalueriez-vous l'état de conscience de cette personne, soit alerte, soit normal, vigilant, hyperalerte, léthargique, somnolent, se réveille facilement, ou la stupeur, par exemple, difficile à réveiller, jusqu'au coma, impossible à réveiller. Voilà donc l'altération de l'état de conscience, pouvant aller d'un trouble de la vigilance à la stupeur jusqu'au coma. Donc, la Confusion Assess Management présente 4 items. Les 2 premiers sont nécessaires au diagnostic et doivent s'associer soit au 3e, soit au 4e item. Le premier item est le début soudain et fluctuant des symptômes. Le second item est l'existence de troubles de l'attention. Le 3e item est la désorganisation de la pensée. Et le 4e item est l'altération de la conscience. Il est important de connaître ce test qui est facile à mémoriser et très rapide à faire passer même dans un service d'urgence ou de soins aigus. Donc dans la présentation clinique, je vais vous présenter les diagnostics différentiels du syndrome confusionnel. Alors il s'agit essentiellement des troubles neurocognitifs, les tableaux de démence, que ce soit des démences d'ordre vasculaire ou des démences neurodégénératives. L'un des pièges assez fréquents est l'accident vasculaire cérébral avec l'aphasie fluente de Wernicke, où la personne se présente avec une certaine jargonophasie et des difficultés à l'élocution. Cela peut
porté de façon erronée au diagnostic de syndrome confusionnel. Les états dépressifs sévères aussi fait partie des diagnostics différentiels. Les troubles bipolaires avec les passages soit en phase maniaque, soit en phase dépressive. Les troubles psychotiques avec épisodes aigus par exemple. Certains états hallucinatoires tels que le Charles Bonnet ou d'autres. Donc les syndromes psychocomportementaux associés aux troubles neurocognitifs peuvent aussi égarer le praticien dans le diagnostic d'un syndrome confusionnel. Bien évidemment, à chacun de ces diagnostics, la prise en charge est très différente de celle du syndrome confusionnel. Pour assurer le diagnostic différentiel, je vous présente un tableau simple des éléments cliniques de distinction afin d'aider au diagnostic différentiel. Donc pour la confusion, pour la démence, pour la dépression et pour la psychose, les signes habituels du syndrome confusionnel sont plus ou moins présents. Dans ces signes, on retrouve le changement brutal de l'état mental, les troubles attentionnels, l'altération de la conscience, la pensée désorganisée, les troubles psychomoteurs, et une durée plus ou moins chronique des troubles. Tout de suite, le distinguo entre confusion et démence se fait majoritairement par le diagnostic d'un changement brutal de l'état mental et une durée moins chronique qu'un syndrome démentiel. L'altération de la conscience est plutôt à la faveur d'un syndrome confusionnel. Voilà qui clôt la présentation clinique qui, comme je le rappelle, débute par une histoire de la maladie nettement détaillé, des signes cardinaux, des signes associés, un examen clinique complet avec une recherche particulière au niveau neurologique, cardiaque et des épines irritatives, l'utilisation d'outils de détection clinique et la présentation différentielle des pathologies pouvant être confondues avec le syndrome confusionnel. Ce qui nous amène donc à la recherche étiologique du syndrome confusionnel. Quelles sont les étiologies qui ont conduit au diagnostic du syndrome confusionnel dont la présentation clinique était assurée préalablement? Cette recherche étiologique est un stéréotype de la prise en charge gériatrique, puisqu'elle appelle à une prise en charge globale, holistique, qui assure un diagnostic et une prise en charge pluridisciplinaire, avec une analyse de plusieurs facteurs ainsi que des causes évidentes. Parmi les étiologies du syndrome confusionnel, le Covid-19 est une infection qui peut être la source d'un syndrome confusionnel. On sait que 20 à 30% de patients atteints de Covid-19 déclareront ou déclarent la pathologie au décours d'un syndrome confusionnel. 60 à 70% des patients présentant une atteinte grave du Covid-19 présentent un syndrome confusionnel et ce à tous les âges de la vie. Les mécanismes sont sûrement multifactoriels avec une infection neurologique directe du Covid-19, une atteinte cérébrovasculaire qui peut y être associée ou plus indirectement par l'hypoxémie, la fièvre, la déshydratation, l'inflammation et la tempête cytokinique, les médicaments utilisés ou les troubles métaboliques qu'il peut induire. Donc le Covid-19 est une des étiologies principales du syndrome confusionnel en période de pandémie. Les preuves sont très inquiétantes au niveau du taux de mortalité car il est très élevé lorsque le Covid-19 s'associe à un syndrome confusionnel. Le risque de déclin cognitif et fonctionnel ultérieur est très élevé après un syndrome confusionnel lié au Covid-19. Et donc il est nécessaire d'assurer un dépistage et un diagnostic très précoce du syndrome confusionnel et du Covid-19. Il existe des prises en charge spécifiques du syndrome confusionnel pour les patients atteints du Covid-19. Vous retrouverez sur mon site internet des liens vers ces programmes de prise en charge. Donc, la recherche étiologique est un stéréotype de la prise en charge gériatrique. Il est nécessaire en période de pandémie Covid-19 de s'interroger sur ce diagnostic de façon systématique face à une personne présentant un syndrome confusionnel. La troisième étape
et l'analyse des facteurs de risque, qu'ils soient prédisposants, c'est-à-dire qui favorisent l'apparition du syndrome confusionnel, ou précipitants, c'est-à-dire qui amènent brutalement la pathologie. Les facteurs prédisposants sont essentiellement les démences, les troubles neurocognitifs chroniques, les antécédents de confusion, les atteintes fonctionnelles, les troubles visuels, les troubles auditifs, donc les troubles sensoriels, pour résumer, les comorbidités ou la sévérité de la pathologie ou des pathologies associées, une dépression, un mésusage de l'alcool et un âge supérieur à 75 ans. Les facteurs précipitants, donc les facteurs qui amènent brutalement la pathologie, sont très souvent liés à un problème iatrogénique, c'est-à-dire à l'utilisation de médicaments, soit un arrêt brutal, soit un début, soit un changement de posologie. Le nombre de traitements associés est un facteur particulièrement inquiétant en gériatrie, pour le syndrome confusionnel et en général. Les médicaments psychoactifs, sédatifs et hypnotiques sont les plus souvent cités dans ces types de problèmes. Donc comme facteur précipitant, le premier à citer, à rechercher, est bien le problème iatrogénique. La contention physique passive est le second, c'est-à-dire les personnes qui sont attachées au lit, au fauteuil, que ce soit au niveau ventral, au niveau pelvien, au niveau thoracique, au niveau des membres supérieurs et ou inférieurs. Les contentions physiques passives favorisent l'apparition d'un syndrome confusionnel chez la personne âgée. Le sondage vésical est aussi cité parmi les facteurs précipitants du syndrome confusionnel. Les troubles métaboliques, comme l'augmentation de l'urée, l'insuffisance rénale aiguë, la dénutrition, des troubles ioniques, des troubles glycémiques ou une acidose métabolique sont des facteurs précipitants fréquemment rencontrés. Je ne reviens pas sur les infections, en particulier sur le Covid-19 en période de pandémie. Toute infection peut occasionner un syndrome confusionnel, de façon directe ou indirecte. La chirurgie, bien sûr, est un facteur précipitant. Les admissions pour traumatisme ou les admissions urgentes à l'hôpital sont aussi des facteurs précipitants. Enfin, il est nécessaire de noter que toute pathologie médicale aiguë est un facteur précipitant en lui-même. Et il est important aussi de préciser que l'embolie pulmonaire, le syndrome coronarien aigu et l'état de mal non convulsivant sont des pathologies très fréquemment rencontrées dans les syndromes confusionnels. Donc l'enquête étiologique est un stéréotype de la prise en charge gériatrique. L'infection à Covid-19 doit systématiquement être évoquée en période de pandémie face à un syndrome confusionnel de la personne âgée. L'analyse des facteurs de risque permet d'établir des diagnostics précipitants et d'identifier des facteurs de risque prédisposants, c'est-à-dire des zones de fragilité. Et il est à noter que plus les personnes âgées sont fragiles, plus l'agression médicale à la source du syndrome confusionnel peut être minime. L'identification donc de la fragilité est une étape importante dans la prise en charge du syndrome confusionnel. Après avoir évoqué la définition, la présentation clinique, les étiologies du syndrome confusionnel, je vais donc maintenant présenter les modalités du diagnostic paraclinique. Nous aborderons des généralités, la mesure et le suivi des paramètres vitaux, les examens de première ligne à réaliser selon l'évaluation clinique et les examens de seconde ligne à réaliser selon les évaluations cliniques et les résultats de la première ligne d'examen. Le diagnostic paraclinique est subordonné à l'évaluation clinique et à l'interrogatoire. Ces deux étapes sont fondamentales dans la prise en charge du syndrome confusionnel et permettent d'établir la stratégie diagnostique paraclinique. Les examens qui sont réalisés à titre systématique sont en général moins performants que les examens qui sont guidés par la clinique et la paraclinique initiale. Il est nécessaire, toutefois, d'éliminer des étiologies urgentes de façon récurrente, c'est-à-dire que face à un syndrome confusionnel, il est nécessaire
d'éliminer certaines pathologies, et si ce syndrome confusionnel se maintient, perdure, il est nécessaire à chaque fois de réévaluer ces pathologies en particulier. Le diagnostic paramédical est sous-tendu à la fois par l'interrogatoire, l'histoire de la maladie, l'examen clinique, mais aussi par l'analyse des paramètres vitaux qui permettront d'orienter une partie des examens. Ces paramètres vitaux comprennent la température corporelle, la fréquence cardiaque, la tension artérielle aux deux bras et non par un seul, la mesure de la fréquence cardiaque, la mesure de la fréquence respiratoire sur 1 minute, la saturation en air ambiant ou sous oxygène si la personne est sous oxygène, en précisant bien évidemment le débit d'oxygénothérapie, la glycémie capillaire, la recherche d'un syndrome douloureux par l'EVA, l'EVS ou l'Algo+, ainsi que la réalisation d'un bladder scan si l'échographe de vessie est disponible dans l'unité ou pour le diagnostic. Les examens paracliniques de première ligne sont donc guidés à la fois par la clinique et par la mesure des paramètres vitaux. Ils comportent en particulier la biologie, la mesure et la recherche d'un syndrome infectieux, un électrocardiogramme 18 dérivations, une radiographie pulmonaire, plus ou moins une radiographie d'abdomen et un scanner thoracique systématique si la suspicion de Covid-19 est évoquée. Dans les éléments biologiques, guidés à la fois par la clinique et par la mesure des paramètres vitaux. Au niveau infectieux, il est nécessaire de rechercher une infection urinaire à titre systématique. La logique des crachats est souhaitable si il y a un point d'appel infectieux respiratoire. Des hémocultures seront réalisées si nécessaire. En période pandémique de Covid-19, la PCR Covid est systématique. Elle peut s'associer à la PCR à la recherche de la grippe A, de la grippe B ou du VRS. Les examens de première ligne, donc après avoir vu la biologie, les paramètres infectieux, s'ajoutent de façon systématique l'électrocardiogramme 18 dérivations, c'est-à-dire avec les droites et les postérieures. Une interprétation par un cardiologue est souhaitable à la recherche d'un syndrome coronarien ou d'éléments pouvant orienter vers des pathologies cardiovasculaires graves et accessibles à un traitement spécifique. La radiographie pulmonaire est un élément de diagnostic intéressant, comme peut l'être l'abdomen sans préparation. Le scanner thoracique doit être réalisé de façon systématique si un doute concernant la Covid-19 est soulevé. La seconde ligne d'examen paraclinique est guidée par celle qui vient d'être juste réalisée auparavant et cherche à identifier les étiologies particulières, comme par exemple les états de mal non convulsivants, qui justifient la réalisation d'un électroencéphalogramme si aucune cause particulière n'est retrouvée dans la première étape du bilan. Sa sensibilité est relativement faible autant que sa spécificité. Toutefois, l'électroencéphalogramme est utile pour distinguer les pathologies psychiatriques des pathologies organiques, en particulier épileptogènes. L'imagerie cérébrale est une grande question. Toujours le scanner cérébral ou l'IRM cérébral doivent-ils être réalisés à titre systématique dans le syndrome confusionnel? Les études montrent que le rendement est très mauvais lorsque l'imagerie cérébrale est prescrite à titre systématique. 98% des examens sont normaux dans certaines études lorsqu'une cause médicale est déjà identifiée ou lorsque la personne présente des troubles neurocognitifs déjà établis. L'indication de l'imagerie cérébrale dépend très nettement de la clinique, en particulier s'il existe un déficit neurologique focalisé, une chute récente avec ou sans traumatisme crânien, des céphalées fébriles pour pouvoir réaliser les examens complémentaires suivants qui seront détaillés, en cas de suspicion d'encéphalite ou de méningite, ou si une altération de la conscience est présente sans cause réellement identifiée. Dans tous ces cas, l'imagerie cérébrale est indispensable. Une imagerie thoracique, abdominale et pelvienne sera uniquement réalisée si la clinique l'appelle ou si les examens de première intention orientent vers une pathologie justifiant de tels examens. Donc les examens de seconde ligne pour le diagnostic du syndrome confusionnel
comprennent l'électroencéphalogramme, l'imagerie cérébrale, l'imagerie thoracique, abdominale et ou pelvienne, et en quatrième lieu, la ponction lombaire. La ponction lombaire n'a pas d'indication à titre systématique dans le diagnostic de syndrome confusionnel. Elle doit être guidée par des points d'appel spécifiques. Il sera nécessaire de réaliser une imagerie cérébrale préalable de façon systématique afin d'éviter les complications du geste. Les indications sont la suspicion de méningite, la suspicion d'encéphalite, qu'elle soit bactérienne ou virale, ou autre, par exemple néoplasique, la suspicion d'hémorragie méningée et un syndrome infectieux sans point d'appel retrouvé. Pour ces 4 suspicions de diagnostic, il sera nécessaire de réaliser une ponction lombaire. La ponction lombaire pourrait être proposée lorsque le syndrome confusionnel persiste sans qu'aucune étiologie aiguë ne soit retrouvée. Donc pour résumer à ce stade, le diagnostic paraclinique s'appuie sur l'examen clinique, l'analyse des paramètres vitaux, une première ligne d'exploration paraclinique à titre systématique ainsi qu'à titre orienté, et une seconde ligne d'exploration paraclinique qui sera guidée à la fois par la clinique et par les résultats de cette première ligne. Comment évolue un syndrome confusionnel? Quelles sont ses complications et quel est son pronostic? De prime abord, sans traitement médical spécifique, le syndrome confusionnel est létal à court terme. Ses complications générales sont une augmentation de la durée de séjour, une majoration de la perte d'autonomie, un risque majoré d'institutionnalisation, un risque majoré de troubles cognitifs durables après l'épisode aigu, et un risque d'hallucination lui aussi majoré. Les épisodes confusionnels se rajoutant à des troubles neurocognitifs préexistants sont plus graves que les confusions survenant sur des états cognitifs normaux. Au-delà de ces complications générales, il existe des complications évitables, comme par exemple les chutes avec traumatisme en particulier, l'apparition d'escarres, de dénutrition, de déshydratation, les infections nosocomiales, la iatrogénèse et même des décès. Quelle est l'évolution et le pronostic du syndrome confusionnel? Celui-ci est en lien avec les troubles neurocognitifs. Une personne âgée confuse a 3 fois plus de risques d'évoluer vers la démence. On sait aussi que l'épisode confusionnel amènera à un diagnostic de démence. Le délai de récupération cognitive après un épisode confusionnel varie selon son diagnostic. Par exemple, pour une infection urinaire, les personnes peuvent récupérer plus vite que pour un sevrage brutal au lithium ou une infection au Covid. Toutefois, il est souhaitable de respecter un certain délai avant bilan cognitif dans les suites d'un syndrome confusionnel. L'HAS évoque 3 mois. La littérature scientifique évoque jusque 6 mois de délai après un épisode confusionnel pour réaliser des évaluations cognitives complètes. Le traitement des étiologies du syndrome confusionnel est moins efficace en termes de morbimortalité qu'une attitude préventive. Son pronostic et son évolution dépendent évidemment des diagnostics posés. Quelles sont les modalités de prise en charge du syndrome confusionnel? Tout d'abord, le syndrome confusionnel sera préférentiellement pris en charge en hospitalisation en 3 étapes simultanées. D'abord, assurer la sécurité de la personne, ensuite identifier les causes et réévaluer régulièrement celles-ci, et enfin dans la gestion des symptômes. La prévention est particulièrement importante dans le syndrome confusionnel et établie au niveau scientifique. Une simple approche multifactorielle permet de diminuer les incidences de confusion de plus de 38%, de diminuer la durée d'hospitalisation et de la problématique médicale, d'en diminuer la sévérité et de diminuer le risque d'apparition d'escarres d'au moins 52%. Une prise en charge spécifique qui s'appelle le HELP Elder Life Program permet, d'après les données publiées dans la littérature, de diminuer l'incidence de la confusion de plus de 50%, de diminuer le nombre de chutes de 42%, de diminuer le coût de la prise en charge de ce syndrome,
avec une excellente fiabilité, faisabilité et acceptabilité par les équipes. Une autre étude nous précise que ce programme a un effet positif sur la durée d'hospitalisation et sur les risques d'institutionnalisation post-syndrome confusionnel. Alors la prise en charge fait appel à la fois à 3 étapes habituelles, à la prévention et au sein de celle-ci, la mise en sécurité de la personne et la prévention des complications, par exemple au niveau des voies aériennes supérieures, sur l'identification de troubles de déglutition, sur le maintien d'une hydratation et d'une nutrition correcte, sur la prise en charge et l'évaluation du risque trophique cutané. Tout cela va de pair avec la préservation de l'autonomie et de la mobilité en préservant du risque de chute. Et enfin, il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes prises en charge, de leur éviter la contention physique passive, car celle-ci a plus tendance à favoriser les complications qu'à être bénéfique. Dans les adaptations thérapeutiques, la réévaluation des posologies des traitements en cours, ou voire même l'arrêt des traitements psychoactifs, sont des éléments pertinents, en particulier lorsqu'il s'agit de médicaments anticholinergiques, de médicaments sédatifs, d'hypnotiques ou d'opioïdes. On peut proposer une substitution par des traitements moins confusiogènes. Il est préférable de s'orienter sur une approche non pharmacologique pour ce qui est de la prise en charge des troubles du sommeil, de l'anxiété, par exemple des massages, la musicothérapie, des techniques de relaxation, des soins centrés sur la personne. L'urgence médicale doit être prise en compte puisque le syndrome confusionnel est annonciateur d'une urgence médicale. Les diagnostics atypiques d'urgence, comme sont le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire, les AVC, les méningites, les encéphalites, l'infection Covid-19 et les autres infections bactériennes et virales, ainsi que les troubles métaboliques, sont des diagnostics à porter en urgence et à prendre en charge de façon protocolisée. Il sera utile de favoriser l'orientation par tous les moyens possibles. Des réorientations régulières et adaptées, l'implication des familles, faciliter l'identification des soignants, prendre en charge les déficiences sensorielles, visuelles et auditives, la proposition de calendrier, d'horloges de grande taille, d'interprètes, tout ce qui peut favoriser l'orientation est bénéfique dans la prise en charge du syndrome confusionnel. Assurer une mobilisation en sécurité fait aussi partie de la prise en charge. Parmi les éléments à éviter, l'utilisation de contention physique passive est délétère à la personne présentant un syndrome confusionnel. Les cathéters veineux aussi, les sondages vésicales et les alarmes de lit. Par contre, certains éléments sont favorables à la déambulation en sécurité, comme par exemple l'aide à la déambulation 3 fois par jour, programmée avec les soignants, voire les kinésithérapeutes, un lever au minimum 3 fois par jour, et bien évidemment favoriser l'autonomie et une communication régulière. Un autre élément de la prise en charge est la normalisation du cycle nictéméral veille-sommeil. On peut s'aider pour cela d'un calendrier du sommeil simple, réalisé de façon quotidienne, où les soignants précisent les heures d'éveil et les heures de sommeil, afin de pouvoir mieux identifier la déstructuration et la restructuration au moment du traitement des phases de sommeil. Il est préférable d'éviter dans un premier temps les siestes, surtout si elles durent longtemps. L'exposition à la lumière du soleil régulière est bénéfique. Il est nécessaire aussi de promouvoir des périodes ininterrompues de sommeil la nuit, dans un environnement adapté et calme, avec une légère luminosité. On peut proposer un accompagnement non pharmacologique pour restaurer le sommeil nocturne, voire l'utilisation de mélatonine. La prise en charge pharmacologique est à réserver aux états d'agitation sévère ou lorsque la mise en danger de soi et d'autrui est identifiée. On peut aussi la réserver au moment où les symptômes émotionnels sont sévères ou lorsque les symptômes empêchent des traitements ou des examens indispensables à la prise en charge, comme par exemple les intubations, les dialyses ou tout examen paraclinique utile à la prise en charge. La sédation est parfois inévitable pour pouvoir faire un examen clinique complet
ou pour assurer une prise en charge thérapeutique. Ainsi, il est parfois utile de savoir utiliser un traitement sédatif afin de pouvoir examiner correctement, de façon systématique, organe par organe, une personne atteinte d'un syndrome confusionnel. Si le traitement pharmacologique est réservé plutôt aux formes graves ou aux agitations sévères, elle ne présente aucune indication particulière dans la prise en charge préventive. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité sur le pronostic et les complications, quel que soit le traitement instauré au niveau pharmacologique. Pour le sommeil, il est possible de proposer une prise en charge avec de la mélatonine de 2 à 5 mg pour la libération prolongée le soir. Le niveau de preuve de cette thérapeutique est actuellement très discuté. Les modalités de prise en charge du syndrome confusionnel sont multiples. Elles incluent la prévention, la mise en sécurité et la prévention des complications du syndrome confusionnel. Elles requièrent des adaptations thérapeutiques et la gestion de l'urgence médicale. Il est nécessaire à tout moment de favoriser l'orientation des personnes, de leur assurer une mobilisation en sécurité, de tenter de normaliser le cycle nictéméral, le cycle veille-sommeil, et de s'appuyer, si besoin, dans les cas les plus difficiles et les atteintes les plus sévères, s'appuyer sur un traitement médicamenteux. Quelles sont les attitudes spécifiques à proposer aux soignants? Tout d'abord, sur la question de la contention physique passive. Celle-ci doit être évitée à tout prix car elle majore les troubles confusionnels et aggrave le risque iatrogénique. Toutefois, elle peut être inévitable à certains moments, lorsque l'agitation requiert ou la sécurisation de la personne requiert l'utilisation d'une contention physique passive. Toutefois, toutes les options alternatives doivent être étudiées avant la mise en place de cette contention. Lorsqu'elle est instaurée en urgence, il est nécessaire qu'elle soit réévaluée très rapidement. Une réévaluation quotidienne des contentions est souhaitable au niveau médical comme au niveau paramédical. La durée doit être très limitée et son utilisation préférentiellement séquentielle lorsque aucune alternative ne peut être trouvée. Chaque mise en place de contention physique passive appelle à une surveillance et à une prévention particulière qu'il convient de mettre en place très rapidement. Les attitudes à favoriser pour les soignants visent à la fois la sécurité de la personne et à la réorientation de celle-ci. Par exemple, mettre les prothèses auditives, les lunettes, favoriser l'hydratation et l'alimentation en mettant en place les prothèses dentaires, garder une voix calme et rassurante, une attitude apaisée, explicative, tenter de réorienter au maximum la personne, limiter les stimuli parasites, penser à se présenter lorsque l'on intervient auprès des gens. Lorsque l'on intervient auprès d'une personne confuse, même si la communication est compliquée, il est utile de toujours penser à se présenter, se mettre en face de la personne soignée, d'établir et maintenir un contact visuel rassurant, proche, de nommer la personne, de lui expliquer et réexpliquer pourquoi elle est présente en hospitalisation, d'éviter d'entrer en opposition avec elle ou de la confronter à la réalité de manière abrupte. L'harmonisation des pratiques soignantes est vraiment indispensable. Impliquer l'entourage, leur expliquer la situation est aussi une attitude bénéfique dans la prise en charge des personnes confuses. Il est utile de réaliser des synthèses régulières, interdisciplinaires, afin d'évaluer les prises en charge proposées et pour mieux définir les éléments et les paramètres de surveillance adaptés pour cette personne. Quelles sont les attitudes à bannir pour les soignants lorsqu'ils interviennent auprès d'une personne confuse? Tout d'abord, s'énerver, parler fort ou crier ne feront que majorer la confusion et l'agressivité des personnes. La confronter rapidement ou soudainement à la réalité n'est pas souhaitable. Empêcher les visites sans évaluation multidisciplinaire préalable, même en période de Covid-19, est délétère à leur prise en charge. Se moquer, mettre en situation inconvenante, utiliser des contentions physiques passives sans urgence, sans prescription médicale, sans recherche d'alternatives et sans surveillance et prévention particulière n'est pas souhaitable. Une rotation du personnel importante a été démontrée comme étant un facteur aggravant du syndrome confusionnel, en particulier en EHPAD. La surveillance paramédicale se doit d'être programmée.
Elle peut être définie de manière pluridisciplinaire, interdisciplinaire lors de réunions de synthèse et doit être fréquemment réévaluée. Les paramètres vitaux réguliers à définir peuvent comprendre par exemple la diurèse, le transit intestinal, la mobilité, l'évaluation de la souffrance physique, l'anxiété, l'état mental, le risque d'escarre, les constantes habituelles, l'hydratation, la nutrition. Tous ces paramètres vitaux doivent être collégiés au sein du dossier médical. La surveillance paramédicale s'attache en particulier à vérifier la tolérance et l'efficacité des thérapeutiques lorsqu'elles sont mises en place, comme par exemple les neuroleptiques et les benzodiazépines. Les neuroleptiques peuvent favoriser l'apparition d'un globe urinaire, d'une somnolence excessive, d'une hypotension orthostatique. Ils peuvent favoriser des chutes, des troubles de la glycémie et des anomalies de l'électrocardiogramme. L'ensemble de ces paramètres justifient d'une surveillance particulière. Les benzodiazépines, quant à elles, peuvent moduler la tension artérielle, favoriser une somnolence excessive et majorer le risque de chute. Les contentions physiques passives justifient d'une surveillance spécifique et d'un lever de prescription très précoce. Après s'être attaché à surveiller la tolérance et l'efficacité des traitements, il est nécessaire de s'attacher à la surveillance du syndrome confusionnel lui-même, avec la mesure ou l'évaluation des symptômes de confusion de façon régulière à plusieurs postes, plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine. L'évaluation et la surveillance des troubles du comportement, du rythme veille-sommeil, du risque de mise en danger de soi et d'autrui, de l'état mental de la personne, de l'apparition de symptômes psychiatriques, de déshydratation ou de troubles alimentaires. En résumé, les éléments spécifiques à la prise en charge du syndrome confusionnel par les soignants fait appel à une limitation de la contention physique passive, fait appel aussi à des attitudes favorables et défavorables à l'évolution du syndrome confusionnel, ainsi qu'à une surveillance particulière à programmer en équipe pluridisciplinaire. En conclusion, le syndrome confusionnel est annonciateur d'une urgence médicale et peut être prévenu, tout comme ses complications. La présentation clinique, l'histoire de la maladie est d'une importance capitale pour établir le diagnostic. La recherche des signes cardinaux doit être systématique et aide à porter et porte le diagnostic de syndrome confusionnel. La recherche de signes associés permet de mieux apprécier à la fois l'évolution et la gravité d'emblée du syndrome confusionnel. L'examen clinique, systématique, organe par organe, s'attarde aussi à rechercher des diagnostics particulièrement graves dans la présentation du syndrome confusionnel. L'enquête étiologique est un stéréotype de la prise en charge gériatrique. L'infection à Covid-19 doit systématiquement être évoquée en période de pandémie face à un syndrome confusionnel de la personne âgée. L'analyse des facteurs de risque permet d'établir des diagnostics précipitants et d'identifier des facteurs de risque prédisposants, c'est-à-dire des zones de fragilité. Le diagnostic paraclinique s'appuie sur l'examen clinique, l'analyse des paramètres vitaux, une première ligne d'exploration paraclinique à titre systématique ainsi qu'à titre orienté, et une seconde ligne d'exploration paraclinique qui sera guidée à la fois par la clinique et par les résultats de cette première ligne. Il est nécessaire d'évaluer le risque de syndrome confusionnel pour toute personne entrant à l'hôpital, justifiant d'une prise en charge chirurgicale, présentant des signes d'infection au Covid-19 ou bénéficiant d'une hospitalisation non programmée. Il existe des outils de détection et de diagnostic qui sont faciles d'accès et peuvent être utilisés à la fois en urgence, en libéral, dans les EHPAD ou dans les services de long séjour, ainsi que dans les services d'hospitalisation. Il est possible d'utiliser, pour évaluer et réévaluer les problématiques liées au syndrome confusionnel, plusieurs types de grilles ou d'éléments d'évaluation spécifiquement orientés vers le sommeil, le comportement, l'alimentation et l'hydratation. L'évaluation des médicaments est une procédure à très haut rendement chez les personnes présentant un syndrome confusionnel et devrait être réalisée de façon systématique. Il est souhaitable d'impliquer les membres de la famille dans la prise en charge, dans les soins, pour aider à réorienter la personne et pour prévenir la mise en danger. Il est possible d'utiliser deux types d'approches, à la fois non pharmacologiques, pour le sommeil, l'anxiété, l'agitation légère à modérée, ou pharmacologiques,
en cas d'agitation sévère ou de symptômes mal maîtrisés, ou lorsqu'un risque est présent d'interruption d'un traitement médical essentiel comme une intubation, une voie centrale, une dialyse ou d'autres, ou lorsque la mise en danger ou le risque de se blesser eux-mêmes est présent. L'approche pharmacologique est aussi nécessaire lorsque les symptômes psychologiques sont sévères, perturbants, par exemple des hallucinations, des délires mal maîtrisés. Il est possible de définir des recommandations générales dans la prise en charge du syndrome confusionnel. Tout d'abord, favoriser une approche holistique, c'est-à-dire globale, complète, biomédico-psychosociale, et non uniquement orientée vers une pathologie organique. Il convient aussi d'éviter le maintien au lit et les contentions physiques passives. A contrario, il est favorable d'encourager la mobilité, l'autonomie dans les soins, la prise en soin de soi-même et les soins centrés sur la personne. À tout instant de la prise en charge, il est souhaitable de s'assurer que les personnes ont à leur disposition leurs lunettes, leurs prothèses auditives et leurs prothèses dentaires. Enfin, communiquer régulièrement avec les patients et leurs familles fait partie de la prise en charge holistique. Vous pourrez retrouver l'ensemble de cette présentation sur mon site internet que vous voyez apparaître sur l'écran. La carte heuristique est librement disponible et accessible à qui le souhaite.